Le soir de Pâques, dans la maison familiale des Laurent à Lyon, Claire leva son verre pour porter un toast. Mais au lieu de mots anodins, elle déclara d'une voix ferme : « Je suis amoureuse d'une femme. Et je ne le cacherai plus. » Sa mère lâcha sa fourchette. Son père blêmit. Et son frère aîné, Marc, se leva d'un bond, hurlant que c'était une honte pour la famille. Avant même que le dessert ne soit servi, Claire fut poussée dehors sous une pluie battante, ses valises jetées sur le trottoir, avec pour seul adieu les mots de sa mère : « Ne reviens jamais tant que tu n'auras pas changé. » Claire tituba dans la rue, le cœur brisé, trempé jusqu'aux os, se demandant si cette libération valait la perte de tout ce qu'elle avait connu. Elle appela Sophie, sa compagne depuis 6 mois, qui l'attendait dans leur petit appartement à Paris. « Ils m'ont chassée », murmura-t-elle au téléphone, la voix tremblante. Sophie, avec sa douceur habituelle, répondit : « Viens, on affrontera ça ensemble. » Mais au fond d'elle, Claire savait que ce n'était que le début d'une tempête qui allait ébranler chaque aspect de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Claire, à 28 ans, avait toujours été la fille modèle, diplômée en droit, avocate prometteuse dans un cabinet lyonnais, respectée par ses pairs. Mais son coming out avait tout fait voler en éclats. Son père, un catholique fervent et chef d'entreprise conservateur, avait coupé les ponts financiers. Et sa mère, infirmière à la retraite, envoyait des messages larmoyants implorant une guérison. Marc, son frère, un ingénieur marié avec 2 enfants, propageait la nouvelle dans le cercle familial élargi, transformant Claire en paria. À Paris, Sophie, 30 ans, professeure de littérature dans un lycée, devint son ancre. Elle s'était rencontrée lors d'un séminaire sur la poésie française, où un regard échangé avait allumé une étincelle. Sophie, avec ses cheveux courts blonds et ses yeux bleus perçants, incarnait la force tranquille que Claire admirait. Mais même Sophie portait ses propres cicatrices, issue d'une famille modeste de Bretagne. Elle avait caché son orientation pendant des années pour éviter les jugements. « On n'a pas à se justifier », disait-elle souvent. Mais Claire sentait le poids de la société française, où malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient dans les coins sombres des traditions. Claire décida de ne pas se laisser abattre. Elle postula pour un poste à Paris, chez un cabinet spécialisé en droits humains, espérant transformer sa douleur en combat. Mais les entretiens étaient tendus, elle se surprenait à hésiter quand on lui demandait sur sa vie personnelle. Un soir, après un refus poli, elle rentra en pleurs. « Peut-être que je devrais juste mentir ?» confia-t-elle à Sophie. Celle-ci secoua la tête. « Non. C'est ce qu'ils veulent. Reste fidèle à toi-même. » Mais cette fidélité avait un prix, l'isolement grandissant. Les amis d'enfance de Claire, informés par Marc, se distançaient, prétextant des agendas chargés. Une cousine, qu'elle considérait comme une sœur, annula un rendez-vous, avouant : « Ma mère ne veut pas que je te voie. » La tension monta quand Claire reçut une lettre de son père, une invitation à un rendez-vous chez un thérapeute pour corriger son orientation. Furieuse, elle la déchira. Mais le doute s'insinua. Était-ce vraiment une maladie, comme le prétendaient certains dans sa famille ? Sophie, sentant son trouble, organisa une soirée avec des amis du milieu LGBT, où Claire entendit des histoires similaires : rejet, thérapie forcée, suicide évité de justesse. Cela la renforça, mais aussi l'effraya.
Et si je perds tout pour rien, se demanda-t-elle. Bientôt, un conflit plus personnel surgit. Sophie. Sous pression au travail, des collègues murmuraient sur sa vie privée. Proposa de déménager à l'étranger. Peut-être au Canada, où les mentalités étaient plus ouvertes. Claire refusa net, je ne fuirai pas. Je veux changer les choses ici. Cette divergence créa une première fissure. Lors d'une dispute, Sophie lança, tu penses à ta famille plus qu'à nous. Claire, blessée, répliqua, c'est parce que je les aime que je lutte. Elles se réconcilièrent, mais l'ombre du sacrifice planait. Claire commença à s'engager dans des associations LGBT, participant à des manifestations à Paris. Lors d'une marche pour l'égalité, elle croisa un ancien collègue de Lyon, qui la salua froidement avant de s'éloigner. Cela la motiva à écrire un article anonyme sur son expérience, publié dans un journal en ligne. Les réactions furent mitigées, soutien de inconnus, mais aussi haine virulente. Un commentaire la frappa, les familles ont le droit de protéger leurs valeurs. Était-ce vrai? Elle en débattit avec Sophie, qui argua, les valeurs qui excluent ne valent rien. Pourtant, la famille Laurent ne lâchait pas. Marc appela un soir, suppliant Claire de revenir pour l'anniversaire de leur mère. Mais seulement si elle oubliait cette phase. Claire raccrocha, le cœur serré. Elle savait que ce n'était pas une phase, mais une vérité profonde. Sophie, voyant sa détresse, l'embrassa tendrement, on construira notre propre famille. Mais Claire se demandait si cela suffirait à combler le vide. Les mois passèrent, et Claire obtint enfin le poste à Paris. Son premier dossier, défendre une jeune lesbienne harcelée au travail. Cela la galvanisa, mais aussi la confronta à ses propres démons. En rentrant, elle trouva Sophie en train de paquer des affaires. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. Paniquée. Sophie répondit, « Je pense qu'on a besoin d'espace. Tes batailles nous épuisent. » Claire s'effondra, était-ce le prix de son authenticité? Claire se réveilla seule dans l'appartement, le lit froid à côté d'elle. Sophie était partie chez une amie pour réfléchir. Ce départ temporaire la frappa comme une trahison, même si elle comprenait la fatigue de sa compagne. « Je t'aime. Mais je ne peux pas porter ton fardeau seule, » avait dit Sophie avant de claquer la porte. Claire, les yeux rougis, se leva et se prépara pour le travail, déterminée à ne pas laisser cette séparation l'anéantir. Au cabinet, elle plongea dans son dossier, interviewant la cliente, une femme de 25 ans nommée Élise, qui avait été licenciée après que son orientation ait été révélée. Les similitudes avec sa propre vie la troublèrent. « Ma famille m'a tourné le dos aussi », confia Élise. Claire hocha la tête, « On va gagner ça. Pour toutes celles comme nous. » Mais intérieurement, elle se questionnait sur le coup personnel. Le soir, seule, elle appela sa mère, qui répondit d'une voix froide, « As-tu changé d'avis ?» Claire raccrocha sans un mot, la rage bouillonnant. Sophie revint après 3 jours, les traits tirés. Elles parlèrent toute la nuit, exposant leur peur. « J'ai peur que ton combat nous sépare ?» admit Sophie. Claire répondit, « Et moi ? J'ai peur de me perdre si je ne lutte pas. » Elles décidèrent de consulter une thérapeute de couple, spécialisée dans les relations LGBT. Les sessions révélèrent des blessures profondes, Sophie craignait l'abandon, ayant perdu sa mère jeune, tandis que Claire luttait contre le rejet familial internalisé. « Vous devez choisir, vous unir ou vous briser », conseilla la thérapeute. Pendant ce temps,
La famille Laurent fomentait un plan. Marc, influencé par un prêtre local, organisa une intervention. Il contacta Claire, prétextant une urgence médicale pour leur père. Inquiète, elle se rendit à Lyon. Sophie à ses côtés pour soutien. À l'arrivée, elle trouva non pas un hôpital, mais la maison familiale bondée de parents, oncles et tantes. C'est une intervention ? Annonça Marc. Nous t'aimons. Mais cette vie n'est pas pour toi. Claire, choquée, vit son père lire une lettre, revient à la raison. Ou perds-nous pour toujours. Sophie explosa, c'est de l'amour ? Ça ? Forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas ? Une tante riposta, la Bible condamne ça. Le débat s'enflamma. Claire défendant son droit à l'amour, citant les lois françaises sur le mariage pour tous. Mais son père la coupa, les lois changent. Les valeurs familiales non. Blessée, Claire quitta la maison. Sophie la suivant. Dans le train de retour, elles se tinrent la main. Mais Claire sentait une fracture grandir. Ils ne changeront jamais, murmura-t-elle. Sophie répondit, alors, choisissons-nous. De retour à Paris, Claire intensifia son engagement. Elle rejoignit un groupe de soutien pour familles LGBT, espérant comprendre comment réconcilier les mondes. Là, elle rencontra des parents qui avaient évolué, passant du rejet à l'acceptation. Inspirée, elle écrivit une lettre ouverte à sa famille, publiée dans un magazine. Mon amour n'est pas un choix. Mais votre rejet l'est. Y déclarait-elle. Les retours furent massifs, soutien public. Mais aussi menaces anonymes. Un soir, elle trouva sa boîte aux lettres vandalisée avec des insultes homophobes. Sophie, alarmée, insista pour plus de prudence. Tu attires le danger sur nous. Claire répliqua, si je me tais, rien ne change. Cette tension culmina lors d'une manifestation où Claire prit la parole. Devant la foule, elle raconta son histoire, nommant les préjugés familiaux. À son insu, Marc était dans l'assistance, envoyé par leur père pour la ramener. Il l'approcha après, tu nous humilies publiquement maintenant ? Claire, ferme, c'est la vérité qui humilie. Pas moi. Marc partit furieux, promettant des conséquences. Bientôt, celles-ci arrivèrent. Le cabinet de Claire reçut des plaintes anonymes, accusant elle de militantisme excessif. Son patron, compréhensif mais pragmatique, l'a mis en garde, sépare ta vie privée du travail. À la maison, Sophie annonça une nouvelle, elle avait été promue. Mais le poste impliquait un déménagement à Marseille. Viens avec moi. Laissons Paris et ses drames derrière. Claire hésita, accepter signifiait abandonner son combat à Paris. Refuser risquait de perdre Sophie. Je ne peux pas fuir, dit-elle enfin. Sophie. Les larmes aux yeux, alors ? Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. La séparation devint inévitable. Sophie partit pour Marseille, laissant Claire seule avec ses regrets. J'ai choisi la vérité sur l'amour, se dit Claire. Mais le vide était abyssal. Elle se plongea dans le travail, gagnant le procès d'Élise. Une victoire douce amère. Les médias couvrirent l'affaire, la propulsant comme figure du mouvement LGBT. Mais au fond, elle se demandait si la gloire valait la solitude. Un appel de sa mère brisa le silence, ton père est malade. Viens. S'il te plaît. Claire, déchirée, accepta. Était-ce un piège ou une ouverture ?
À l'hôpital de Lyon, Claire trouva son père affaibli par une crise cardiaque. Sa mère à son chevet, les yeux emplis de fatigue. « Merci d'être venue », murmura celle-ci. Claire s'assit, gardant ses distances. Son père, d'une voix faible, dit « Je t'ai vu aux nouvelles. Tu es devenue une activiste. » Claire répondit « C'est ce que votre rejet m'a poussée à être. » Une conversation tendue s'ensuivit. Où il admit ses peurs, j'ai été élevée comme ça. L'homosexualité, c'était tabou. Mais il ajouta, je ne sais pas si je peux changer. Claire, émue mais résolue, essayez. Ou perdez-moi pour de bon. Marc, arrivant plus tard, tenta de minimiser, papa est stressé à cause de tout ça. Claire explosa, à cause de moi? Ou de vos préjugés? La dispute attira l'attention des infirmières. Et Claire partit, promettant de revenir seulement si on respectait sa vie. De retour à Paris, elle contacta Sophie, qui répondit froidement, « Je suis heureuse ici. » Et toi? Claire mentit, « Ça va. » Mais la vérité était qu'elle se sentait brisée, questionnant ses choix. Avait-elle sacrifié son bonheur personnel pour un idéal? Elle intensifia son militantisme, organisant des ateliers sur l'acceptation familiale. Lors d'un événement, elle rencontra une femme, Juliette, une psychologue de 32 ans, qui partageait ses vues. Juliette, avec ses cheveux noirs ondulés et son sourire chaleureux, devint une amie proche. Elle discutait des heures sur les conflits intérieurs des personnes LGBT. Le rejet familial est une violence silencieuse, disait Juliette. Claire confia son histoire avec Sophie, « J'ai tout perdu pour être moi-même. » Juliette répondit, « Pas tout. Tu as gagné ta liberté. » Pourtant, la pression sociale s'accrut. Des articles conservateurs la critiquaient, la dépeignant comme une destructrice de valeurs traditionnelles. Un débat télévisé l'opposa à un politicien de droite, qui argua, la famille nucléaire est le pilier de la société. L'homosexualité la menace. Claire rétorqua, l'amour ne menace rien, l'intolérance. Si. L'émission fit sensation, mais attira des harcèlements en ligne. Claire reçut des menaces, la forçant à changer de numéro. Sa mère appela à nouveau, ton père veut te parler. Il a lu tes articles. Claire à Lyon. Prudente. Son père, convalescent, admis, j'ai eu tort de te chasser. Mais je ne comprends pas. Claire expliqua patiemment, c'est qui je suis. Papa. Acceptez-le. Il promit d'essayer. Mais Marc intervint, ne cède pas. Papa. C'est une mode. Claire, furieuse, accusa Marc de manipulation. La famille se divisa, la mère soutenant une réconciliation timide, Marc campant sur ses positions. De retour, Claire contacta Sophie pour partager cette avancée. Sophie. Distante, tant mieux pour toi. J'ai rencontré quelqu'un. Le choc fut violent. Claire avait sacrifié leur relation pour ce combat. Et maintenant Sophie avançait sans elle. Était-ce une erreur, se demanda-t-elle. Juliette, sentant sa vulnérabilité, l'invita à dîner. Leur amitié glissa vers quelque chose de plus. Un baiser hésitant marquant un nouveau départ. Mais Claire se sentait coupable, trahissait-elle Sophie? Le conflit intérieur s'intensifia quand Marc lança une campagne en ligne contre elle. Postant des photos d'enfance avec des captions accusateurs, ma sœur a choisi le vice sur la famille. Claire, outrée, porta plainte pour diffamation. Le procès familial devint public.
attirant l'attention médiatique. Lors de l'audience, Marc défendit « Je protège nos valeurs ». Claire témoigna « Vos valeurs excluent l'amour ». Le juge trancha en sa faveur, ordonnant à Marc de cesser. Victoire. Mais à quel prix? La famille était en miettes. Sophie, apprenant la nouvelle, appela « Je suis fière de toi. Mais on ne peut pas revenir en arrière. » Claire accepta, le cœur lourd. Avec Juliette, elle explora une nouvelle relation. Prudente. Mais les doutes persistaient, valait-il mieux se taire pour préserver les liens? Lors d'une conférence, elle posa la question à l'audience, combien d'entre nous ont payé le prix ultime pour leur vérité? Les réponses variaient, reflétant ses propres tourments. Son père, lentement, commença à changer. Il envoya un message, « Viens pour Noël ?» Sans condition. Claire hésita, craignant un piège. Juliette l'encouragea, « C'est une chance. » Elle accepta, mais seule, testant les os. À table, l'atmosphère était tendue, mais son père leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Marc bouda, mais ne contesta pas. Était-ce un vrai tournant? Ou une façade? Claire rentra, espérant. Pourtant, la société plus large posait encore des défis. Un projet de loi conservateur menaçait les droits LGBT. Et Claire mena une pétition. Juliette la soutint, leur lien se renforçant. Mais un soir, Sophie réapparut à Paris pour un congrès, demandant une rencontre. « J'ai fait une erreur ?» avoua-t-elle. Claire, déchirée entre le passé et le présent, répondit, « Trop tard. J'ai payé trop cher pour reculer. » La rencontre avec Sophie raviva des blessures anciennes. Assises dans un café parisien, elles se regardèrent, les souvenirs affluents. « J'ai fui parce que ton combat m'effrayait. » admit Sophie. Claire, les yeux brillants, « Et maintenant? Tu veux quoi ?» Sophie baissa la tête, une seconde chance. Mais Claire pensa à Juliette, à la stabilité naissante. « J'ai choisi de avancer, » dit-elle enfin. Sophie partit, laissant Claire avec un mélange de regret et de soulagement. Avait-elle fait le bon choix en refusant? De retour chez elle, Juliette l'attendait. « Comment ça s'est passé ?» Claire raconta. Et Juliette, compréhensive, l'embrassa, « Tu mérites quelqu'un qui te soutienne pleinement. » Leur relation s'approfondit. Juliette aidant Claire à équilibrer militantisme et vie personnelle. Ensemble, elles assistèrent à des thérapies de groupe, apprenant à guérir des traumas. Mais la famille Laurent n'était pas oubliée. Son père, améliorant sa santé, invita Claire à des déjeuners privés, où ils discutaient ouvertement. « J'ai lu des livres sur l'homosexualité, » confia-t-il. « C'est pas facile. Mais je vois ton bonheur. » Claire, touchée, pleura, « Merci, papa. » Marc, cependant, n'abdiquait pas. Il organisa une réunion familiale sans Claire, arguant que son influence corrompait les neveux. La mère, déchirée, appela Claire, « Il veut que je choisisse. » Claire répondit, « Dites-lui que l'amour n'est pas une compétition. » La mère choisit la paix, invitant Claire malgré Marc. Lors d'une fête, Marc l'ignora. Mais les enfants, curieux, posèrent des questions innocentes. « T'es amoureuse d'une fille ?» demanda le neveu. Claire sourit, « Oui. »
et c'est normal. Marc intervint, pas ici. La tension explosa. Claire partant tôt. Ce rejet renouvelé la motiva à écrire un livre sur son parcours. Le prix de la vérité. Détaillant les conflits internes et sociétaux. L'éditeur enthousiaste le lança avec une tournée. Lors d'une signature à Lyon, son père apparut, achetant un exemplaire. Je suis fier. Malgré tout, dit-il. Claire, émue, l'embrassa. Mais Marc, apprenant cela, coupa les ponts avec leur père, accusant-le de trahison. La famille se fractura davantage, la mère souffrait, oscillant entre les deux. Claire se sentit coupable, avait-elle détruit l'unité pour son ego? Juliette la rassura, tu as libéré la vérité. C'est eux qui choisissent la division. Ensemble, elles affrontèrent un nouveau défi, l'adoption. Voulant fonder une famille, elles entamèrent les démarches. Mais les préjugés bureaucratiques surgirent. Une assistante sociale questionna, êtes-vous stable? Avec votre militantisme. Claire défendit, notre amour est stable. Le processus fut ardu, révélant les biais persistants en France. Pendant ce temps, Sophie refit surface via un email, ton livre m'a touché. J'ai compris mes erreurs. Claire ignora, se concentrant sur Juliette. Mais un soir, lors d'une manifestation contre une loi anti-LGBT, elle croisa Sophie dans la foule. Elles parlèrent brièvement. Sophie avouant, j'ai payé le prix de ma lâcheté. Claire répondit, et moi? De ma ténacité. Elles se séparèrent en paix, clôturant un chapitre. Le livre de Claire devint un best-seller, inspirant des débats nationaux. Invitée à un talk-show, elle affronta un opposant religieux, votre mode de vie contredit la morale. Claire rétorqua, la morale qui exclut n'est pas morale. L'échange viralisa, boostant son influence. Mais le succès attira l'envie, des collègues jaloux au cabinet répandirent des rumeurs sur sa partialité. Son patron la défendit. Mais elle dut choisir, militantisme ou carrière. Elle opta pour un équilibre, réduisant les apparitions publiques. Sa mère, enfin, prit position. Appelant Marc, elle déclara, Claire est ma fille. Accepte-la ou perds-moi aussi. Marc, surpris, céda partiellement, acceptant une trêve pour les fêtes. À Noël, la famille se réunit. Tendue mais unie. Claire amena Juliette, présentée comme « ma compagne ». Son père serra la main de Juliette, « Bienvenue ». Marc grogna un salut. C'était un progrès fragile, mais réel. Claire se demanda, valait-il tous les sacrifices? Pourtant, un scandale éclata. Un journal conservateur publia des allégations sur Claire, l'accusant d'avoir fabriqué des histoires pour son livre. Provenant de Marc? Anonymement. Claire, outrée, le confronta, pourquoi? Il répondit, pour te ramener à la raison. Elle porta plainte à nouveau. Mais cette fois, leur père intervint, assez? Marc, tu détruis tout. Marc, isolé, s'excusa à contre-cœur. La famille commença à guérir. Lentement. Avec Juliette, Claire avança vers l'adoption, recevant une approbation provisoire. Elles célébrèrent. Mais Claire savait que les batailles n'étaient pas finies. La société évoluait. Mais les préjugés persistaient. Elle se promit de continuer, payant le prix pour un monde meilleur. Les années passèrent.
marquant Claire de cicatrices invisibles mais la rendant plus forte. À 35 ans, elle et Juliette adoptèrent une petite fille, Emma, apportant une joie nouvelle à leur vie. La famille Laurent, réconciliée en surface, visita occasionnellement son père, maintenant grand-père, jouait avec Emma, acceptant tacitement. Sa mère cuisinait des repas familiaux, évitant les sujets sensibles. Marc, distant, envoyait des cadeaux, mais évitait les conversations profondes. Claire savourait ces moments, conscient du chemin parcouru. Pourtant, les conflits internes ressurgissaient. Emma, grandissant, posa des questions. Pourquoi de maman? Claire expliqua avec douceur, mais craignait les jugements scolaires. Un incident à l'école des parents conservateurs murmurant la ramena à ses propres rejets. Elle organisa une réunion avec la direction, défendant l'inclusion. Juliette la soutint, on élève une enfant résiliente. Mais Claire se demandait si imposer son mode de vie à Emma était égoïste. Professionnellement, Claire devint partenaire dans son cabinet, spécialisé en droit LGBT. Elle gagna des cas emblématiques, influençant la jurisprudence. Mais chaque victoire rappelait les pertes, amis perdus, relations brisées. Sophie, mariée maintenant, envoya une carte de vœux, heureuse pour toi. Claire répondit poliment, clôturant définitivement. Un jour, son père tomba malade à nouveau, cette fois gravement. À son chevet, il confia, j'ai regretté ce dîner de Pâques chaque jour. Pardonne-moi. Claire, les larmes coulant, je l'ai fait il y a longtemps. Il mourut paisiblement, laissant un testament incluant Claire équitablement. Marc, choqué, accusa, il a changé à cause de toi. Claire répondit, non. À cause de l'amour. Le deuil unit la famille temporairement. Mais Marc s'éloigna ensuite. Claire écrivit un second livre, réfléchissant sur les choix moraux. Chaque décision a un prix, y déclarait-elle. Lors d'une conférence, elle partagea, j'ai perdu une famille pour en gagner une autre. Était-ce juste? L'audience débattit, reflétant ses doutes. Juliette, à ses côtés, murmura, oui. Car tu es entière maintenant. La société française évoluait, plus de visibilité LGBT. Moins de tabous. Mais des reculs surgissaient, comme des manifestations anti-mariage gay. Claire militait encore, mais avec modération, priorisant sa famille. Emma, à 7 ans, dessinait des arcs-en-ciel, symbolisant l'acceptation. Claire se sentait accomplie, mais hantée par les « et si ». Et si elle avait eu son secret? Aurait-elle évité la douleur? Un soir, lors d'un dîner avec d'anciens amis réconciliés, on posa la question, regrettes-tu quelque chose? Claire répondit, non. Car la vérité m'a libérée. Mais intérieurement, elle pesait le coup, trahison, cœur brisé, isolement. Juliette, sentant son trouble, serra sa main. Finalement, Claire organisa une commémoration pour son père, invitant tous. Marc vint. Et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. J'ai eu tort, admit-il. J'avais peur du changement. Claire hocha la tête, moi aussi. Mais c'est nécessaire. Ils trinquèrent à la réconciliation. Fragile mais sincère. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Claire, regardant Emma jouer,
se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Elle conclut que oui. Car ils avaient pavé la voie pour les générations futures. Mais la question persistait, dans un monde de préjugés. La vérité vaut-elle toujours le prix de la douleur? Est-ce que sacrifier des liens familiaux pour vivre authentiquement est toujours le bon choix? Ou parfois le silence préserve-t-il plus que la révélation?